Bonjour. Oui, donc on a étudié 2 textes de médiation culturelle qu'on va donc vous présenter brièvement. Ces textes parlent vraiment du côté spectateur dans le spectacle vivant, mais aussi spectateur dans le monde culturel. Ça parle beaucoup de médiation, le rôle du médiateur et également des structures en fait culturelles. Et donc nos 2 textes, c'est un texte d'Emmanuel Vallon, c'est un article Méditer la médiation, et l'autre texte, c'est un texte de Serge Saada qui est Et si on partageait la culture, et c'est la conclusion. Donc dans notre petit exposé, on va vous présenter les auteurs, on va vous présenter les articles, et on va un peu tirer, commenter, résumer les articles et peut-être en parler aussi et faire le lien entre les 2 articles. Et après, on va vous demander d'en parler aussi, pour ceux qui ont lu ou si vous avez des questions. Voilà, donc je laisse Bérénice commencer. Donc, je vais commencer par le texte de Emmanuel Vallon. Et d'abord, je vais vous le présenter brièvement. Alors, Emmanuel Vallon, c'est quelqu'un qui travaille sur les sciences politiques, la sociologie et l'esthétique des arts. Et il est essentiellement orienté vers le théâtre quand même. Il enseigne à Nanterre et en Belgique, par exemple. Ses convictions, si on peut un peu les résumer, c'est de donner de la place à l'éducation artistique, une place pour la culture partout avec une transversalité, et encourager les pratiques collaboratives et notamment favoriser le numérique. Il a par exemple écrit Le cirque au risque de l'art, qui est un livre qui parle du cirque, et en fait il tente de légitimiser le cirque en montrant que les spectacles de cirque sont des œuvres d'art et pas simplement des divertissements par exemple. Donc pour revenir à Méditer la médiation dont je vous parle, j'ai découpé ça en 3 parties. La première partie où il fait une sorte de constat sur la médiation. Dans un second temps où il parle du rôle du médiateur. Et une autre partie où il parle de la place du public dans la médiation. Alors tout d'abord, le constat qu'il peut faire, c'est que c'est difficile, l'équation est difficile entre la liberté de création et l'égalité entre les citoyens. Parce que il est quasiment impossible que tout citoyen ait accès à une œuvre de façon égale, parce que tout le monde ne peut pas se l'approprier de la même façon, puisque tout le monde n'a pas la même expérience, ni la même formation, ni les mêmes fréquentations. Et donc c'est ce qu'il nomme les contradictions de la démocratisation culturelle, qui normalement... la démocratisation culturelle qui normalement donne de la place à la culture de chacun, justement. Et avec ça, il fait le parallèle avec le fait qu'en France, l'État intervient depuis longtemps dans le domaine de médiation, mais sans que ça soit forcément appelé médiation. Donc il parle de l'éducation populaire, les relations avec les publics, les actions culturelles, l'animation et la pédagogie de l'art, mais qui reste parfois difficile à définir, et notamment entre la médiation et tout ça, c'est quelque chose qui reste encore assez flou selon lui. Le rôle du médiateur, d'après Emmanuel Vallon, ce qu'il peut en tirer de son expérience notamment, c'est qu'aujourd'hui les artistes se détachent des codes qu'il pouvait y avoir avant, ce qui rend la compréhension un peu plus difficile pour les publics. Et il parle d'artistes perturbateurs, et que justement le rôle des politiques culturelles serait de faire la passerelle entre ce fossé qui se crée alors lorsque le public est perturbé, et donc voilà, de faire la passerelle entre ça, et de conjurer un pessimisme social qui voudrait qu'il y ait toujours un dominant. Donc en fait que le rôle du médiateur serait d'apaiser cette situation de dominant et dominé dans la culture. Il souligne aussi le fait qu'il faut que le médiateur trouve un équilibre quand il agit entre
l'intelligible et le sensible, c'est-à-dire pas seulement partir sur de l'intellectuel, mais aussi faire en fonction des émotions du public à qui il parle, pour que ça lui parle à lui-même, au public. Et enfin, que le médiateur, le rôle du médiateur, c'est aussi de donner la place à une personne dans le collectif. C'est ce qu'il appelle le être seul ensemble, c'est-à-dire faire attention au collectif tout en donnant à chacun son importance et en faisant attention à ce que chacun pense. Et donc avec la médiation, ce qui est attendu, c'est le mélange des publics, mais pas seulement, mais aussi la circulation des publics, ce qui est important, pas juste mélanger les publics pour dire on a amené plein de publics et on les a mélangés. Ça, c'est ce que pourraient attendre certaines structures, par exemple, d'après ce que dit Emmanuel Vallon, certaines structures à qui ça donnerait une certaine image de on a amené du public, on les a mélangés, mais sans qu'il y ait forcément d'effet derrière. Donc c'est pour ça qu'il souligne le fait de faire circuler ces publics. Le médiateur, qui c'est en fait, selon lui, c'est une personne qui doit s'adapter et faire en fonction du terrain. Et là, je peux peut-être faire le parallèle avec le guide, par exemple, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est très... qui formate un petit peu, qui encadre beaucoup, alors que justement Emmanuel Vallon souligne le fait que la médiation, ça se fait pas en théorie sans être sur le terrain, parce que sinon ça n'a pas forcément de sens, puisqu'on s'adapte pas en fonction des gens avec qui on a en face. Et donc en fait, le travail de médiation serait un petit peu, pas de l'improvisation, mais presque en s'adaptant vraiment à chaque fois, à chaque situation et à chaque lieu. Et que c'est ce qui fait l'intérêt et la force d'une médiation d'ailleurs. Ensuite, il parle des potentiels concurrents qu'il pourrait y avoir au médiateur, notamment au numérique, qui pourrait remplacer le médiateur selon certaines personnes, mais en fait, il dit que ce risque n'existe pas tellement en fait, parce que je vais citer une phrase que j'ai trouvée assez intéressante. Les inégalités de savoir et de maîtrise se reproduisent aussi rapidement devant les claviers d'aujourd'hui que sur les pupitres d'hier. Donc finalement, il y aura toujours quelque chose de... toujours besoin de médiation pour quoi que ce soit. Il n'y aura jamais... ça ne peut pas s'effacer, en fait, ce besoin de créer un lien et des passerelles entre tout ça. Et enfin, la dernière clé d'une médiation pour Emmanuel Vallon serait peut-être de ne pas essayer de tout aborder, tout résoudre, parce que c'est pas possible de tout faire en une seule médiation, parce que sinon ce serait plus servir la communication que l'art, que de tout résumer et tout vouloir faire en même temps. Et enfin, la place du public, selon l'auteur. Pour lui, le public dans une salle de spectacle, c'est comme un échantillon de la population dans la cité. Donc chacun a sa place, chacun est citoyen, et donc il faut écouter la parole de chacun, où chacun a son rôle, et on revient à l'idée du seul ensemble. Voilà, et lui, il parle... alors, Luc en parlera peut-être après dans son texte, mais qu'Emmanuel Vallon parle plus des publics que du public, parce que utiliser ce pluriel est plus tolérant que de viser un public, alors qu'on sait qu'on ne visera jamais un seul et même public, puisqu'il y a de tout comme personnalité. Donc, pour conclure sur ce texte, le médiateur doit sans cesse s'adapter et se renouveler, tout en laissant du temps au spectateur afin qu'il vive ses propres expériences et construise lui-même ses réflexions, sans qu'on lui dise « il faut que tu penses comme ça ». Et surtout, ne pas donc vouloir tout regrouper, ni vouloir rassembler tout le monde, parce que ce ne serait ni positif pour la médiation, ni pour le public que de tout vouloir faire. Voilà.
je passe la parole à Luc. Ok. Donc moi je vais parler de l'autre article qui est la conclusion de Et si on partage la culture, écrit en 2012 par Serge Saada, et on retrouve un peu les mêmes thèmes que dans l'article que vient de commenter Bérénice. Les points de vue sont parfois différents, parfois en commun, mais en gros, moi ce que j'ai noté de ce texte, c'est qu'il y a vraiment le côté spectateur qui est très important dans la culture, le côté de la médiation et des structures. Donc je vais pas en faire en partie un par un, parce que tout est lié en fait. Le spectateur est lié à la médiation au spectateur et aux structures. Donc je vais commencer quand même par le spectateur, parce que Serge Saada il dit que être spectateur c'est une pratique en soi. Donc il va parler d'abord de l'activité du spectateur, et donc c'est élargir la vision qu'il a de lui-même, c'est choisir sa place dans le récit des autres, et le rapport à chaque œuvre n'est pas une relation en sens unique. Donc le spectateur a vraiment un rôle d'après son texte. Et il parle du rapport aussi esthétique et à la culture. Donc en gros que chaque spectateur, l'activité esthétique est aussi liée à la capacité d'occuper l'espace de citoyen en fait. Fréquenter des musées, c'est aussi fréquenter le monde et vivre en tant que personne dans un monde. Et à partir de là, il ressort les idées de la médiation et quel est le rôle du médiateur. Donc c'est favoriser tout ce que je viens de dire pour pousser le spectateur à se libérer en fait de cette pensée, de la pensée unique, et à enlever les préjugés que chacun peut avoir au niveau de la culture. Et donc le rôle du médiateur, c'est celui aussi de passeur qui sait se retirer au bon moment opportun pour laisser l'individu la possibilité de continuer seul le chemin. En gros, le médiateur n'est pas là pour donner un savoir, il est plutôt là il peut proposer un savoir, mais il est quand même là pour pousser à la réflexion. Et les grands thèmes, c'est quand même le partage, la confrontation à l'art ou à la culture, et le questionnement. C'est les grandes idées. Donc oui, pour répondre à Bérénice, Serge Saada parle plus du spectateur et pas des publics. Donc il y a vraiment le côté seul du spectateur et sa réflexion propre. Donc le médiateur doit pousser la réflexion de chaque spectateur pour qu'en fait, je ne vais pas dire qu'ils comprennent l'œuvre, mais c'était quoi le mot ? Se positionne, oui, en fonction de l'œuvre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus où j'en étais. Je suis parti dans mon propos. Bref, c'est pas grave. Donc oui, on peut parler des structures. Donc en fait, l'article quand même de Serge Saada, c'est aussi une critique, une analyse avant tout de la médiation et de tout ce qu'on a fait en médiation jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, il montre l'échec de la démocratisation culturelle. Et il donne certains exemples. Et les exemples, ce serait que on pousse beaucoup de gens à aller dans des musées, dans des spectacles, mais on les prépare pas. Et du coup, on peut avoir plein de classes, de scolaires, ou avec des animateurs qui emmènent des jeunes ou des moins jeunes au spectacle, mais ils sont pas préparés. Donc en fait, ils nomment ça comme des spectateurs passifs et non des spectateurs actifs. Donc en fait, ils sont là, ils prennent la culture et non... il n'y a pas vraiment d'interaction dans tout ça. Et oui, en fait, je parlais aussi un peu de dialogue avec le texte. Saada parle pas vraiment de communication, par contre, contrairement à Emmanuel Vallon. Mais on peut peut-être commencer le dialogue, les discussions.
Donc, ouais. Mais en gros, pour finir juste sur Saada, avant de faire le dialogue, il pense que la médiation, c'est vraiment trois choses. Ce que je disais au début, c'est la confrontation, le questionnement et les rencontres. Donc voilà. Donc, et du coup... Et que Emmanuel Vallon dit que justement, si une médiation participe à un acte de la vie sociale et à la fois à l'initiation à des langages techniques permettant de pénétrer le monde des symboles et à la fois à la réception d'une œuvre dont les significations n'attendent que de se déployer avec le concours de leurs bénéficiaires, si toute une médiation englobe ça, elle ne sert plus l'art mais la communication. Pour d'autres idées, Saada suggère que le spectateur n'a pas de limite. La médiation est là pour encourager le potentiel du spectateur. Oui, ça c'est vraiment le grand terme de son texte, qui est le potentiel du spectateur. Et non pour le limiter à une réflexion commune. Et c'est en ce sens aussi que Emmanuel Vallon décrit le médiateur comme quelqu'un qui n'a ni présomption ni prétention. Il n'y a pas de formule unifiée de médiateur puisque le public n'a pas les mêmes codes, les mêmes expériences et les mêmes fréquentations. C'est ce que Saada dit aussi, les mêmes origines sociales et voilà. Ça on a dit. Ouais, donc les deux auteurs en fait se rattachent et se retrouvent sur l'idée que le spectateur doit se rattacher au sensible et à l'intelligibilité, et donc se libérer des préjugés qu'on a sur la culture et sur l'art en se définissant par rapport à ses propres capacités et pensées et s'émanciper de la pensée générale. Serge Saada parle un peu moins des structures, si je me trompe. Il en parle un petit peu, oui, mais il n'en parle pas de la même manière. Il évoque moins, comme Emmanuel Vallon, que la médiation peut être une manière de faire un peu de chiffres du côté des structures. Ouais. C'est un des petits côtés négatifs dont il parle, même s'il n'en fait pas tout un paragraphe, mais c'est quand même évoqué. Ouais, ça, là, il s'attarde quand même la question des structures, mais plus en suggérant l'idée qu'il y a le médiateur forge les parallèles en fait entre les lieux officiels et ouais, voilà, en fait, c'est ce qu'on dit. C'est les lieux officiels et sans les réduire aux spectateurs à ces conditions sociales. C'est que, en gros, mon interprétation, c'est que tout le monde peut aller dans tous les lieux au final, mais en étant préparé, parce qu'on peut. Il y a des exemples comme. On ne peut pas. Comment dire quelqu'un qui est sorti en fait de la sociabilisation, il a un problème de en fait aller dans un lieu, il voudra pas dépasser la porte d'un lieu culturel à cause de son retrait de la sociabilisation, et du coup le médiateur est aussi là pour non. C'est ce que ouais, voilà. Ah oui, oui, non, oui. J'ai oublié ce petit détail. Oui, c'est un enseignant de médiation culturelle à l'université Paris 3, donc Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste dans les thèmes du spectacle, de théâtre et d'écriture dramatique, et aussi intervenant d'écriture dramatique et de mise en scène à Sciences Po Paris. Il est également enseignant à l'université Paris 1, formateur dans l'association Culture du Cœur, membre du laboratoire de recherche en sciences sociales, le CERLIS, et membre du comité de rédaction de la revue alternative théâtrale et la revue Nectar, et spécialisé en médiation culturelle. Ses recherches portent sur l'activité du spectateur et ses modes d'accompagnement, notamment des publics les plus isolés. Donc voilà, c'est... Il est formateur à la médiation au niveau national pour l'association Culture du Cœur, qui permet à des personnes qui n'ont pas de revenus d'aller gratuitement dans des spectacles, au musée, au cinéma, au théâtre, au concert, etc. Donc tout le travail de médiation, il est plutôt en direction de ce que certains appellent le champ social. Et voilà, il développe tout. Je dis ça parce que moi je ne peux pas l'appeler de cette manière. Voilà, il développe
une vraie réflexion autour de la formation pour aller à la rencontre de ces publics, pour que ces publics puissent s'approprier. Toute cette démarche en fait théorique, elle s'est fondée sur principalement ce terrain-là, finalement plus qu'à l'université. Ouais. Voilà. Bon, c'est juste pour faire le lien entre son propos et son activité. Ça, j'ai oublié de le dire, mais il me semble Emmanuel Vallon est aussi à l'origine d'une association dont le nom... Sur l'éducation artistique et culturelle, oui, enfin, il y a un nom... je sais plus en fait. oui, alors, C'est... Il fait partie en effet d'un collectif. Oui, voilà, d'un collectif. Qui est très engagé sur ces questions-là. Voilà. Ouais, donc, le dernier point, en fait, le dialogue entre les deux textes, c'est que les deux auteurs parlent des problèmes de la médiation et des limites, en fait, enfin et du paradoxe, surtout dans le texte de Emmanuel Vallon, et voilà. Parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la médiation est loin d'être quelque chose de fixé et d'ancré encore, et qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver pour que ça prenne une place importante et que ce soit encore légitime. Voilà, il y en a un qui parle de public de masse non initié et non préparé, et un public passif du coup, et l'autre qui parle plutôt que là parfois la médiation est là aussi pour remplir les salles et faire du chiffre. Ouais, voilà. Mais du coup c'est pour clôturer les différences et les points convergents des deux textes. Mais pour conclure, on peut dire qu'ils sont quand même tous les deux d'accord sur le fait que chaque spectateur a sa propre expérience, et donc qu'il faut que c'est au médiateur de s'adapter et pas forcément au public de s'adapter au médiateur. Voilà. Ouais. Vas-y. Ouais. Le collectif de Emmanuel Vallon s'appelle Pour l'éducation par la... Voilà, c'est ça. Merci. Oui. Moi j'ai une question pour toi, Luc, parce que je l'ai vu ce matin dans le train. Et Était-ce le bon endroit? Était-ce le bon endroit? C'est le seul possible. Du coup, je voulais savoir si... vraiment, Serge Sada, il parle de démocratie culturelle. Et j'ai l'impression, dans mon souvenir, il en parlait comme étant une forme d'échec. Enfin, il y avait un échec de cette démocratie culturelle. Et je trouve que c'est en relation avec le fait des publics isolés, tout ça, c'est qu'en gros, pour qu'il y ait une démocratie culturelle, il faudrait qu'on comprenne déjà qu'il y a une démocratie des publics. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Parce que moi, j'ai un peu... C'est démocratie ou démocratisation? Démocratisation. Tout à fait, il parle de la démocratie culturelle. Et en fait, oui, c'était il explique que... En gros, il explique qu'il ne faudrait pas que la démocratie culturelle ait aussi les aléas de la démocratisation culturelle. C'est cette manière-là que moi je l'entends. Le mot démocratie associé au mot culturel est comme encombré d'une souterraine injonction à fréquenter la culture officielle comme seule source d'émancipation. Ouais. Donc ça rejoint vraiment la question du débat sur la démocratisation. Parce que démocratie culturelle, si on va faire quelque chose d'officiel, j'ai du mal à comprendre. Oui, mais moi je l'entends comme quelque chose qui se rapproche vraiment plutôt de l'expression de démocratisation culturelle. Ouais, c'est ça. Dans la manière dont il le... C'est qu'en fait, il détache les deux termes de toute façon. Donc ça revient à ça, quoi, à repenser la démocratie par rapport... Enfin, en tout cas, je ça n'existe pas réellement. C'est quelle page 152. Page... C'est bon 152 je l'avais sur les 152, en haut à gauche. Je veux simplement souligner que, je veux dire, en fait, la base de la démocratisation, je pense qu'il faut faire la différence. En fait, ce qui souligne un problème d'échec, c'est si on constate un échec de la démocratisation de la culture, donc c'est l'apprentissage par le contact, c'est-à-dire plus ou moins forcé. La démocratie, c'est tout autre chose. Le principe fondamental de la démocratie culturelle, c'est que tout est culture, et donc toute forme est acceptable. Je veux dire, les principes fondamentaux sociopolitiques de la démocratie. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut éviter qu'elle tombe, cette démocratie culturelle dans laquelle nous sommes en théorie,
tombe elle-même dans les panneaux de la démocratisation. C'est-à-dire, bon, tout ça part du principe que la démocratisation, c'est un échec, c'est raté, c'est foutu, il y a un petit côté, je dirais, je pense beaucoup à ça, je veux dire, le danger, c'est aussi de stigmatiser donc, ces approches-là, parce que dans les années 90, vous avez notamment un ministre qui a dit « c'est fini, on passe à un autre régime ». Je veux dire, il faut réfléchir à ça un peu différemment, c'est-à-dire que la façon dont on a appliqué l'idéologie, c'est-à-dire c'est elle qui pose un échec, mais cette idée fondamentale de démocratisation reste quand même une idée... il y a deux moyens de lire cette expression. C'est ça, en fait. Il faut savoir comment l'emploient les auteurs. C'est ça qui est complexe. On en a déjà parlé pas mal en cours, mais est-ce qu'on parle de la démocratisation au sens malrussien du terme, qui est celle de rendre accessibles les œuvres d'une humanité capitale, pardon. Voilà, avec cette idée toujours de transmission verticale, etc. Ou est-ce qu'on parle au sens vraiment premier du terme, de démocratisation de la culture pour tous? Mais qu'est-ce que c'est que la culture? C'est toujours là. Alors c'est vrai qu'on est Serge Saada est très clair là-dessus. Lui, il défend, il est vraiment dans la démocratie culturelle, dans son travail dans le secteur du champ social, avec les limites que ça peut comporter aussi. Donc là, c'est confronter deux modèles qui sont, et ce que je dis moi dans mes cours depuis le début de l'année, depuis 4 ans au moins, c'est que la médiation, elle est là, elle doit faire l'équilibre entre ces deux tendances-là, justement, pour résoudre ces limites et ces contradictions. Je ne me souviens pas si ce que ça fait référence aux travaux de Ruby, par exemple, sur le spectateur. Probablement, oui. Parce qu'en fait, moi, je retrouve la terminologie de Christian Ruby, donc qui a fait tout ça en amont. Puis la question, donc ça c'était chez Vallon, donc la question le spectateur il est tout seul sans être tout seul, tout ça chez Sorlin, donc qui est un historien qui a fait des choses assez importantes dans le domaine. Puis à Rancière aussi, c'est toute cette école-là un peu... Voilà, donc là il y a qui d'ailleurs, vous avez cité Nectar, la revue de Toulouse, là, mêmes éditions que... voilà, ce livre de Serge Saada a été publié aux éditions de la Tribu. Et il y a tout un collectif justement d'intellectuels qui travaillent dans ce sens-là autour des questions de médiation, d'art et d'éducation. Si vous allez sur le site de la Tribu, vous verrez vraiment qu'on est dans cette famille d'intellectuels-là. Donc c'est une remarque, là, donc vous avez évoqué aussi au début, donc dans la question du rôle du médiateur, le fait que là il y a un problème de fossé entre les pratiques contemporaines, donc tellement d'avant-garde, que les publics n'ont pas forcément accès, parce que donc il faut rétablir des passerelles, c'est le thème que vous avez utilisé, je pense. Oui. On va en reparler, donc Irina et moi, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc la réflexion des philosophes, des historiens, des sociologues contemporains sur ça, donc réintroduisent toute cette problématique-là. Au fond, historiquement, elle est déjà documentée et elle est surtout profondément ancrée dans l'évolution de disciplines, notamment artistiques, dès le milieu du 19e siècle. Donc, ce qui est intéressant et ce à laquelle il faut se poser, c'est la question qu'on se pose et qu'on va poser, c'est dans quelle mesure on n'est pas face à un phénomène qui possède des récurrences sur lesquelles on s'est attardé de façon différente, évidemment, et où on peut éventuellement trouver des réponses aux questionnements de comment faire. Donc, c'était juste un commentaire que je voulais faire et qui permettra de nous faire un lien avec la présentation de mardi. Si je peux y aller. Oui. En fait, il y en a un que je n'ai pas rencontré encore, c'est Marc-Antoine. En fait, c'était sur un point que Bérénice tu as soulevé sur le fait que c'est très important en tant que médiateur de savoir improviser. Puis je trouvais que je suis d'accord avec ça aussi, mais je réfléchissais à ce que derrière cette idée d'improvisation-là, quelle nécessité ça a. Dans le fond, dans le sens que pour qu'un médiateur, en fait, savoir improviser, c'est pas simple, puis que évidemment, ça implique et pour s'adapter à n'importe quel public, c'est déjà de savoir avoir des compétences élargies, puis d'avoir beaucoup de connaissances que
qui ne seront pas nécessairement immobilisés pour un tel public, mais si on veut s'adapter à tel autre public, il faut quand même les avoir, ces connaissances-là. Puis que aussi l'idée de si on veut s'adapter à un public, c'est connaître l'autre aussi pour être en mesure de s'adapter. Puis dans le fond, je me disais, ça posait la question de est-ce que tout le monde peut être médiateur. Donc, aussi, dans le fond, plusieurs personnes peuvent faire la médiation sans nécessairement être médiateur. Puis donc, ça pose la question du métier peut-être, puis de qu'est-ce que ça mobilise. Puis aussi que, mettons, la médiation en format numérique, dans quelle mesure ça peut s'adapter aussi au public. C'est ça, après. Je peux rebondir sur le numérique? Oui. Attendez, ah oui, que justement la question du numérique, c'est en fait quelle est la place de la personne médiatrice? Est-ce que le numérique va remplacer Enfin, est-ce que ça va remplacer les personnes qui font la médiation et le contact humain, et alors quelle est la place et l'importance de la relation et du contact humain en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qui faudrait... Ouais, bah c'est des choses à réfléchir, parce que le numérique, c'est de plus en plus développé, et je pense que c'est important de développer le numérique parce que c'est une manière de toucher et d'aller chercher les gens. Mais... Ce que dit Emmanuel Vallon, c'est ça, c'est que sans le médiateur humain, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, c'est des choses dont vous allez discuter tout à l'heure, je pense, sur la dernière partie. Et puis moi, je confirme aussi, quoi, je veux dire, en ayant suivi l'application des talents lyriques pendant 3 ans. S'il n'y a pas d'humain avec l'application au bout des doigts, il n'y a pas de transmission possible, quoi. Ça ne suffit pas d'avoir un métier entre les mains. Mais bon, voilà, c'est des choses que vous avez, qui vont être affinées dans la 3e partie de la séance. Et pour revenir sur cette idée-là que vous évoquiez à l'instant, sur la question de finalement tout le monde peut être médiateur, et faire le lien avec la question d'avant sur le dispositif. En travaillant sur cette mission-là, j'avais beaucoup apprécié le travail qui avait été fait par Laurent Fleury et son équipe sur les correspondants à Beaubourg, où à un moment donné, en fait, on s'appuie sur tout un réseau de personnes en fait adhérentes au centre Beaubourg, Pompidou, et puis on en fait des passeurs pour accéder à d'autres, alors des amis, là, dans la proximité en fait, des voisins, etc. Et donc tout, à la fois pas des médiateurs professionnels au sens formé et puis se réclamant et pour lesquels c'est un métier, en même temps ça pose vraiment la question de à qui, quelle place dans l'institution, et ça met au cœur cette question de l'humain qui effectivement est centrale pour faire entrer et faire accéder à l'autorité et tout ce qu'on veut. Et donc la question de la sociabilité, toute seule. La sociabilisation, c'est ça que je c'est pas trop compliqué. Et la question de la sociabilité qui est évidemment essentielle centrale dans ce la socialisation. Oui, c'était ça que je voulais dire. Ça marche socialisation. Non, ça dépendait des réactions. Ouais. C'était de l'improvisation pour le débat. C'est aussi pas l'histoire de relais, J'ai une question à poser. À propos du texte de Sana, parce que là, il y a quelque chose... moi, ça ne me fait pas friser les cheveux, mais je pense que si on avait quelqu'un qui est un spécialiste en communication, je pense qu'il serait accroché au plafond. Hein. Donc, c'est la question du spectateur passif. Ça, c'est hautement litigieux, parce qu'en communication, je veux dire, je me souviens... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est possible d'avoir un spectateur passif et à côté d'un spectateur actif? Si c'est possible, qu'est-ce que ça veut dire que d'être passif? Et est-ce que vous savez une idée de comment cette problématique est traitée dans d'autres disciplines, notamment l'éthique comme les communications? Même en sociaux. Même en sociaux. Oui, Tom. Je pense que j'ai un exemple là-dessus, c'est les parents qui amènent leurs enfants à un concert
y a un spectateur qui est actif, qui accompagne, comme s'ils étaient accompagnateurs, parce que pour un concert, il y a besoin d'être avec un adulte, et les enfants doivent être très actifs en tant que spectateurs. C'est-à-dire ils ont une posture de réception dès le départ, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en public conquis. Et dans l'autre côté, par exemple, le parent, dans certains cas, va être très passif et attendre que ça se passe, et pas forcément être réceptif à ce qui se passe, et attendre que le moment se termine pour justement être spectateur, mais il n'a pas envie de s'insérer dans ce qui lui est proposé, il a envie d'accompagner. Le parent qui amène son enfant, qui veut absolument que ce soit le truc du moment, et l'enfant se lui plaît pas. C'était plus dans une question d'obligation en fait, parce que il y a ce côté où quand on est gamin, on n'a pas forcément le droit d'aller à un concert tous les jours. C'est intéressant de voir comment ça se configure. Après, je pense aussi au cadre du festival où il y a plusieurs concerts et que parfois on peut aller voir des artistes en particulier, quelques-uns on ne sait pas quoi faire, du coup on va voir, mais on n'est pas vraiment en train d'écouter, on est juste en train de discuter avec des amis, ou ce sera un cadre de spectateur passif, je pense. Oui, j'avais plutôt compris ça justement dans le champ d'une autre discipline, juste pour rebondir sur la communication. Et en fait, moi j'avais compris que le spectateur actif, ce serait celui qui en fait aurait les attitudes en amont, pendant et après de ce qui est attendu en fait du côté de la communication. Par exemple, une personne qui va liker l'événement, qui va arriver au concert et avoir une certaine posture, qui va consommer ou acheter des choses, et puis qui derrière va partager sur les réseaux. Et le passif, du coup, ce serait celui qui peut-être se contente juste de venir et humainement de faire ce qu'il y a à faire, de partager avec les gens qui sont là, sans pour autant en fait s'inscrire dans cette démarche et de générer justement tous ces données, tous ces data qui peuvent les acteurs de la communication, voir l'impact qu'a eu l'événement. Je sais plus qui, mais je sais pas. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire aussi avec l'appellation, comme on dit, spectateur passif, parce que pour moi, dans le mot spectateur, il y a quelque chose déjà de très actif dedans. Donc il y a le fait de regarder, le fait de montrer une certaine disponibilité intellectuelle face à la chose qui est devant nous. Donc parlons par exemple de public passif. Est-ce que ce ne serait pas plutôt, dans le domaine de la médiation, parce que j'étais d'accord avec toi sur ce que tu disais sur la communication, et dans le domaine de la médiation, est-ce que ce ne serait pas avoir une disponibilité intellectuelle en fait, face à la chose qui nous est présentée, plus que d'être présent, pas présent, ou d'avoir certains codes, parce que voilà, un public empêché qu'on ramène à un concert, même s'il n'a pas les codes, ça peut être un spectateur actif, et puis quelqu'un qui a l'habitude de venir ici et puis qui a déjà écouté, je sais pas, le Requiem de Mozart 6 fois, il y a peut-être un moment où sa disponibilité intellectuelle va être passive, justement. Voilà. Oui, mais c'est très bien. Non, mais je voulais dire autre chose, peut-être plus pour les codes, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, je rejoins ce qu'on disait. Je l'avais enfoui quelque part, mais je pense que mais en éducation musicale, on ne va jamais parler de l'écouteur qui est passif. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Personne qui écoute quelque chose à façon. Tous les philosophes et les gens, même au niveau présentement, on a des études qui nous démontrent qu'il n'y a pas personne qui est passif. Donc je pense pas les beaux termes. Mais écouter et être spectateur, c'est pas là. Oui, je veux bien, mais je pense que ce terme-là, je trouve que peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut proposer. D'être préparé un avant, on dans l'enseignement stratégique, on parle d'un avant, pendant, après aussi. Donc je pense encore d'autres choses peut-être que passé pour actif. C'est vraiment pas bon. Je sais plus où c'est. L'exemple d'être dans un festival et par exemple être devant un spectacle qu'on n'est pas venu voir en particulier, mais être là quand même, dans le sens qu'on va avoir une différence au sens où on va peut-être pas écouter, mais plus entendre. Et en fait, je serais d'accord avec Chérine au sens où, pour moi, un spectateur, c'est nécessairement écouter. Et c'est ça, dans le sens, entendre et écouter et entendre, il y a une différence. Mais je vois pas comment on peut être spectateur et entendre.
on voit aussi quand on... C'est pour ça que je dis pas la chose que l'écoute, uniquement l'écoute. Le spectateur, il voit aussi, il mobilise plusieurs sens, pas juste les oreilles. Il voit. C'est parce qu'on parle de spectacle vivant, on ne parle pas de musique enregistrée. Oui, mais quand même, le spectateur, il mobilise au moins deux sens. C'est la vue et puis son corps, éventuellement, tout ça. Il y en a qui dort, il écoute les enfants, il est là. Je veux dire, ça, c'est c'est-à-dire que moi, je rejoins. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la perception. Moi, je pense que ça se mobilise totalement si on est dans un rapport d'écoute. Ce que je fais sur la médiation par l'écoute. Je fais exprès qu'il n'y ait pas d'image pour que ce soit les oreilles qu'on mobilise plus. Parce qu'on réfléchit beaucoup. Bien sûr, la théorie. Mais j'avais des questions sur ce côté écouteur passif. Je n'ai pas compris. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est très courant en fait, d'écouter quelque chose passivement. Enfin, je sais pas. On parlera jamais de passivité, c'est ce que le je suis, je dois vous dire récemment que je suis toujours étonné de voir que donc, des gens qui travaillent de façon aussi avancée sur cette question, spectateurs, public, etc., nous ramènent encore des termes comme cela, parce que pour moi, dans ces cas-là, on peut parler d'une écoute distraite. Les gens ont déjà plus proche d'une dynamique. Une écoute qui n'est pas du tout concernée, tu vois, une musique qui passe dans un supermarché, genre c'est loin d'être passif, hein, parce que si ça vous rend fou dingue, je veux dire, vous n'allez pas l'écouter, c'est le corps. Et là, c'est ce que Valérie dit, c'est le corps qui réagit. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas confondre les deux. C'est plutôt un qui est actif et qui subit, quoi. Donc c'est la passivité. Non, je sais pas. Je retrouve pas, j'ai peut-être remonté le terme. Quand on dit, par exemple, l'écoute n'est pas une pratique musicale, l'écoute passive, l'écoute active, tout ça, c'est vraiment de l'ordre des valeurs, en fonction qui on est, d'où on se situe, comment on réfléchit aux objets. Et je pense que pour le spectacle, il y a cette idée-là aussi, de passif-actif, et je vais prendre le contre-exemple, qui est celui peut-être dans lequel s'inscrit toute cette équipe-là d'intellectuels, qui est la manière dont Augusto Boal a pensé le spectateur. Là, on est carrément de l'autre côté, c'est-à-dire le spectateur, c'est celui qui va monter sur scène et qui va résoudre la situation sociale dans laquelle il évolue grâce au théâtre, en montant sur la scène et en mettant en scène son propre... Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans la philosophie de l'émancipation que prônent ces chercheurs-là, et je pense que Serge Saada s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc peut-être que quand il dit passif, il pense plutôt à non-actif au sens de carrément actif. Donc le registre de valeur finalement qui soit, je pense qu'il est d'une certaine manière objectif aussi pour Serge Saada, parce qu'il doit l'intégrer dans un processus théorique de réflexion sur carrément qui on est, quoi. Quand on est spectateur, on est encore plus que le spectateur même actif. On connaît toute une symphonie par cœur, je vais mettre à la 20e. C'est pas pareil de monter sur la scène et de dire, par exemple, cette symphonie m'a guéri. Donc voilà, je pense que c'est ce registre de valeur. Puis de connaissance aussi des théories. Parce que plus on avance par exemple sur l'écoute, moi qui mobilise beaucoup mes recherches, on voit qu'est-ce qui se passe. Voilà, plus on est capable de dire, bah non, on ne peut pas dire ça, on peut dire ça, ou voilà. Enfin, je ne voulais pas trop. Non, Vous aviez d'autres. Non, ça va. Non, c'est bon. Je crois qu'on peut applaudir.